quand on fait référence au temps, quel temps fait-il? Quelle heure est-il? On va bien souvent utiliser et faire référence à des éléments qui nous sont extérieurs. Copernic, à partir de 1510, définit que la Terre tourne autour du Soleil, puis la Terre tourne autour d'elle-même en 24 heures, et ceci va définir l'alternance jour-nuit. Et cette alternance jour-nuit est un élément central dans notre perception du temps. Au XVIIIe siècle, un botaniste, Jean-Jacques d'Orthous de Méran, a observé que le mimosa sensitive avait ses feuilles qui allaient s'ouvrir tous les matins et qui allaient se refermer tous les soirs. Et il s'est posé la question suivante. Est-ce que ce mouvement des feuilles est simplement une réponse à la luminosité ou est-ce que c'est une réponse aussi interne? Ce qu'il a constaté, avec un protocole expérimental très simple, en prenant son mimosa, mais en l'enfermant cette fois dans un petit cabinet obscur, à l'abri de la lumière, avec un petit trou, il a pu simplement observer que malgré l'obscurité, tous les matins, le mimosa allait ouvrir ses feuilles et tous les soirs, il allait les refermer. Ça a fait naître l'idée que les êtres vivants, une plante en l'occurrence, nous avons en nous une forme d'horloge qui nous indique en réalité l'alternance jour-nuit. Michel Siffre, dans les années 60, spéléologue, a passé de moi plusieurs centaines de mètres au-dessous de la Terre, à l'abri de la lumière du jour, et donné des informations sur son heure de lever, l'heure de ses repas et un certain nombre de grandeurs biologiques. Ce qu'on a pu tirer de cette expérience pendant 2 mois, c'est que tous les jours, il allait dormir 8 heures, il allait être actif pendant 16 heures, il allait prendre ses repas quasiment à la même distance de son heure du lever, il allait avoir des journées qui allaient se ressembler, malgré l'absence totale de la vision de la lumière. Ce qui était notable néanmoins, c'est qu'au début de l'expérience, il se levait à peu près vers 8 heures du matin. À la fin de l'expérience, il se levait plutôt vers 10h30, 11h. Pourtant, ces journées duraient 16 heures, ce qui veut dire qu'il y avait un petit décalage dans le temps. Michel Siffre, de manière un peu imagée et philosophique, a dit sous terre, c'est le cerveau qui crée le temps. Et cette idée, on va dire conceptuelle, elle n'était pas très loin de la réalité. Donc, on va rechercher l'horloge biologique, et c'est ce qui a été couronné par le prix Nobel de médecine en 2017. Ça a été le travail, entre autres, il n'y a pas eu que eux, de 3 biologistes qui sont allés à la recherche de cette horloge biologique et qui ont essayé de comprendre comment, en nous, cette horloge peut imprimer le temps. On le sait tous. Très souvent, on est fatigué tous les soirs à peu près à la même heure. Ah tiens, ça c'est mon heure. On a souvent faim à la même heure. Le décalage horaire va complètement chambouler notre organisation. On est dépendant du temps. On le sait aussi plus précisément en biologie depuis des années. La mélatonine, que certains d'entre vous ont peut-être pris lors d'un décalage horaire ou d'un changement, voyage transatlantique, va atteindre son pic maximal le soir vers 10-11 heures. C'est une hormone dite du sommeil qui va favoriser l'endormissement. Et elle va décroître en même temps que la cortisol, qui au contraire est une hormone qui donne de l'énergie, qui excite, va augmenter progressivement dans la circulation sanguine jusqu'à atteindre un pic à peu près vers 7 heures du matin, au moment où on se réveille. Il faut donc que tout ça soit coordonné. Si on observe les mouvements de rongeurs, qui sont des animaux nocturnes, des souris en l'occurrence, avec des actogrammes qui permettent de mesurer les mouvements, on s'aperçoit ici, en noir, que les souris vont principalement être actives pendant 8 heures dans la phase nocturne, et vous voyez que tous les jours, c'est à peu près régulier. Ici, les souris ont une alternance, lumière-obscurité, mais à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'alternance lumière-obscurité. Et malgré l'absence d'alternance lumière-obscurité, la souris va avoir un cycle d'activité, comme Michel Siffre, qui dure 8 heures aussi. Donc on a en nous
quelque chose qui nous indique période d'activité, période de sommeil. Mais vous voyez qu'il y a un petit décalage. Donc, même si on a quelque chose en nous, la lumière a de l'importance. Où est-ce qu'on perçoit la lumière? On perçoit la lumière au niveau de l'œil, qui va envoyer de l'information à une zone entre l'œil et le cerveau qui s'appelle le noyau suprachiasmatique. Ce noyau suprachiasmatique est plein de neurones. Ces neurones donnent l'information au cerveau et transmettent de l'information visuelle et de l'information de la lumière. Alors, dans ce noyau suprachiasmatique, il y a quoi? Pour essayer de mieux comprendre, des biologistes ont pris des rats, les ont sacrifiés, ont dissocié les cellules de ces noyaux suprachiasmatiques, les ont mis dans une boîte de pétri, donc complètement hors de l'organisme, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien, et ils s'aperçoivent d'une chose, c'est que ces cellules vont avoir un comportement, soit dans l'utilisation du glucose, soit dans la production de neurotransmetteurs, vous le voyez ici, qui est complètement cyclique. Comme cette alternance entre le jour, la nuit et de nouveau le jour. On a des périodes qui durent 24 heures. On a un comportement cyclique qui est inscrit dans le fonctionnement même de la cellule. C'est des cellules d'accord. Au niveau de l'organisme entier, comment on peut voir les choses? Encore une fois, je suis biologiste, donc des animaux de laboratoire, les hamsters, très mignons. Il y a des hamsters qui présentent une mutation spontanée. Ça arrive souvent dans les élevages des animaux de laboratoire, puisque le fait d'avoir des animaux consanguins va favoriser les mutations spontanées. Et il y a des hamsters qui ont en fait une période d'activité qui dure non pas 24 heures comme la majorité des hamsters, mais qui dure 20 heures. Si vous faites de l'expérimentation, un peu barbare certes, que vous prenez les noyaux suprachiasmatiques de hamsters sauvages, que vous les transférez à des hamsters qui ont une période qui dure 20 heures, à ce moment-là, les hamsters vont de nouveau avoir une période qui dure 24 heures. Donc c'est bien le noyau suprachiasmatique qui contrôle. Mais qui contrôle quoi? Autre modèle intéressant en biologie et en génétique, c'est la drosophile, la mouche du vinaigre. C'est facile parce qu'en génétique, la drosophile, on peut facilement avoir des informations sur les gènes. On peut facilement créer des mutants. Une mouche classique va avoir une période d'activité, vous le voyez ici en noir. Il y a des mutants arythmiques qui vont avoir des périodes d'activité et de sommeil complètement anarchiques. D'autres qui vont avoir des périodes d'activité courtes, d'autres des périodes d'activité longues. Tous ces mutants sont mutés sur le même gène. Un gène, quand vous ne savez pas ce que c'était, les biologistes sont des gens simples. Ce gène contrôle la période d'activité. On a appelé ce gène pair pour période. Alors le gène, c'est quoi? Le gène, c'est dans l'ADN, c'est les chromosomes, c'est l'information globale. L'information globale va permettre de créer une recette. Cette recette s'appelle l'ARN. L'ARN, c'est les indications pour faire les outils. Les outils s'appellent les protéines. On s'aperçoit que ce gène période, il a lui-même en fait un niveau d'ARN messager qui est cyclique. Tous les matins, il est bas, le soir, il est haut, et de nouveau, il va devenir bas. Ça fait un cycle. Il y a quelque chose en nous qui fait ce cycle, qui fait qu'on a le matin, le soir, puis de nouveau le matin. Qu'est-ce qui fait ce cycle? L'ADN, l'information globale. L'ARN messager du gène pair, période, qui est donc la recette. Le gène pair lui-même, qui est l'effecteur biologique, qui est l'outil qui permet de faire des choses. Il va contrôler un certain nombre d'importants d'effets biologiques. Vous allez le voir sur quoi juste après. Mais il va aussi s'auto-contrôler. Le gène pair, quand il est à niveau suffisant, il va inhiber sa production, la production de son propre ARN messager. Et c'est ça, en fait, qui va créer ce cycle. C'est ça qui va créer l'horloge. C'est ça qui va créer l'horloge moléculaire qui permet à notre corps de savoir quand est-ce qu'on est le matin, quand est-ce qu'on est le soir, quand est-ce que de nouveau il faut reprendre l'activité. Et ce balancement, cette oscillation, va justement permettre l'alternance entre le jour et la nuit. Alors, il y a des souris qui ont une mutation et des dérèglements sur les gènes de l'horloge, et plein de choses sont déréglées. Leur période d'activité, mais ce qui va aussi aller avec leur alimentation, ces souris vont manger n'importe quand, il n'y aura plus de moment fixe, alors qu'une souris classique
même si on pense que le repas c'est social, en fait c'est aussi biologique. Une souris mange tous les jours à la même heure, même si on lui donne accès à la nourriture. Eh bien, chez ces souris-là, la nutrition est complètement altérée. Elles vont prendre du poids. Elles vont avoir un certain nombre d'altérations aussi au niveau cardiaque, vasculaire, pression artérielle. Beaucoup d'éléments biologiques sont régulés par cette horloge. Mais cette horloge, on l'a dit à plusieurs reprises, elle est aussi dépendante d'éléments qui sont des éléments extérieurs. La lumière, puisque dans le noyau suprachiasmatique, on perçoit la lumière. Mais aussi les repas, l'interaction sociale, tout ce que des scientifiques, puisqu'ils étaient allemands, ont appelé les Zeitgebers, les donneurs de temps. Des éléments qui, dans notre environnement, donnent des indications à notre organisme qu'il est le matin, qu'il est le soir, qu'on doit s'activer ou qu'on doit dormir. Et donc, on a une dualité, horloge interne, événement extérieur, environnement, qui donne des indications. Si tout est bien aligné, pas de problème. Si vous vous levez le matin, quand il y a une belle luminosité, vous êtes très content et votre organisme sera en adéquation avec l'environnement. Si au contraire, vous êtes travailleur en horaire décalé, par exemple, vous allez avoir une contradiction entre votre rythme interne et les signaux de l'environnement. 15% de risque supplémentaire de développer du surpoids, de l'obésité, des maladies cardiovasculaires chez les personnes qui travaillent en travail décalé. La luminosité, le temps d'écran, la luminosité artificielle des écrans a un impact sur notre santé et notre santé métabolique notamment. Le temps que l'on passe devant les écrans et l'heure à laquelle on regarde les écrans a un impact sur notre santé métabolique et sur la qualité de notre sommeil et notre santé dans sa globalité. Dans cette étude, chez les humains volontaires, chez les volontaires sains, il a été rapporté et observé que si on réduit la période de sommeil, on a un impact en quelques semaines sur le poids, sur la santé métabolique et sur certains paramètres cardiovasculaires. Je vais finir par une idée autour du jeûne intermittent. L'idée a été la suivante. On sait que le repas donne de la rythmicité. On sait aussi qu'on a des habitudes alimentaires de grignotage et que c'est néfaste pour la santé métabolique. On a un modèle d'obésité chez la souris, c'est de nous donner en fait à cette souris une nourriture grasse. Et vous le voyez ici, on ne voit pas très bien, mais une souris qui est nourrie avec un régime gras, que vous voyez ici, va prendre du poids et va développer en fait les pathologies associées à l'obésité. Si on donne exactement la même nourriture à cette souris, la même quantité, le même nombre de calories, mais qu'on lui donne à un moment donné précis de la journée, en l'occurrence pendant la nuit, quand la souris est active, eh bien, il n'y a pas de prise de poids. Beaucoup moins de prise de poids. Ce qui veut dire que si artificiellement on redonne de la rythmicité à la prise alimentaire, on recrée un équilibre, on donne à manger pendant la nuit quand la souris doit être active, on va recréer un alignement entre l'horloge biologique et un Zeitgeber, un donneur de temps, le repas. Et si on aligne le repas et l'horloge biologique, on va éviter la prise de poids et les effets néfastes métaboliques qui y sont associés. Vous en avez déjà entendu parler, cette notion de jeûne intermittent, elle est en train de se développer au niveau humain. Plusieurs études montrent que réduire le temps de l'alimentation, éviter les grignotages et avoir quelque chose de rythmique permet de contrôler la prise de poids, permet d'avoir un meilleur équilibre alimentaire et un meilleur équilibre énergétique. Globalement, ce dont on a besoin, c'est de prendre en compte ce temps biologique, de réfléchir à l'adéquation entre ce temps biologique et l'environnement, ces fameux donneurs de temps, pour que l'équilibre puisse permettre justement une forme d'harmonie. Je vous remercie.